Merci à tous. Merci d'être encore là, puisque c'est la dernière séance. Tout à l'heure, avec une des participantes, on se disait « Ah, la dernière séance, ça nous rappelle de bons vieux souvenirs. » Et puis je me suis dit « Mince, est-ce que je suis capable d'imiter Eddie Mitchell ?» Bon, pas vraiment. On va essayer de rendre cette séance la plus intéressante possible, puisqu'on va parler des nouvelles exigences des régulateurs et de l'utilisation des nouvelles technologies dans ce contexte. Je voudrais commencer par proposer à chacun des intervenants de brièvement se présenter et puis de présenter la société dans laquelle il travaille, brièvement ce que fait sa société. Marie? Bonjour à tous. Donc Marie Colombier, After Data. C'est pas la même photo. After Data, c'est la première solution française en matière de lutte contre la criminalité financière. Et nous intervenons en particulier sur des sujets liés à la détection d'abus de marché et la lutte anti-blanchiment. Et on a intégré dès le départ des modèles de machine learning pour aider nos clients à baisser en particulier les faux positifs et avoir le plus possible effectivement d'alertes pertinentes. Voilà. Nos clients, ce sont essentiellement des banques, des brokers, banques privées, banques retail, brokers et sociétés de gestion. Merci. Catherine? Oui, bonjour à tous. Donc Catherine Page, moi je travaille pour le groupe Crédit Agricole. Je pense que ce n'est pas la peine de présenter la société. Je suis à la direction des risques en charge des fonctions transverses, donc transverses au risque, ce qui regroupe notamment tout ce qui est modélisation, les relations avec le superviseur régulateur et les projets. Merci beaucoup. Pierre? Merci Mounki. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi je représente MemoBank. MemoBank est un établissement de crédit de plein exercice. On a commencé notre activité en 2020. On s'adresse aux entreprises exclusivement, PME de plus en plus grosses, ETI. Et notre spécialité, c'est la gestion des flux. Donc on est particulièrement bon pour optimiser, automatiser, industrialiser les paiements des entreprises qui en ont besoin, y compris des institutions financières, en étant bien sûr instantané par construction, puisqu'on a bâti notre core banking system il y a seulement quelques années et qu'il continue d'évoluer tous les jours. Voilà, et j'en suis le directeur des risques, risque conformité, contrôle interne. Merci Pierre. Jean-Loïc? Merci Mounki. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-Loïc Berthet et je dirige en France la société Cube qui a été créée en 2011 à Londres par Ben Richemont. Donc Cube, en fait, c'est une scale-up de 600 personnes qui analyse tout le corpus réglementaire au niveau mondial applicable au secteur financier, donc qui est l'industrie la plus régulée au monde. Et en fait, ce corpus réglementaire, ça représente une masse d'informations qui est considérable, donc qui fait appel à l'intelligence artificielle. On reviendra là-dessus dans la table ronde. Le résultat de cette analyse et le service que nous fournissons à nos clients, donc qui sont souvent les très grandes banques mondiales, c'est un référentiel de toutes les réglementations applicables et de toutes les réglementations aussi à venir en cours de gestation, référentiel qui est mis en correspondance avec les processus, les risques, les activités, les contrôles de nos clients, de manière à ce qu'ils puissent répondre à des questions comme mes contrôles sont-ils toujours à jour? Permettent-ils de répondre à la réglementation actuelle? Est-ce qu'on va devoir les mettre à jour, les faire évoluer pour répondre à des évolutions réglementaires dans les années à venir? Merci. Michel? Yes, merci Mounki. Donc Michel Hanid, moi je représente Belt Solutions. Belt, c'est une solution SaaS créée par un cabinet de conseil leader en France qui s'appelle Agama. On s'adresse à des sociétés de gestion et des entreprises d'investissement régulées par l'AMF et la CPR en France et à Luxembourg. On a mis en place tout notre savoir-faire, 10 ans de track record réglementaire dans cette solution digitale. L'avantage, c'est que nous avons des collaborateurs et des consultants confirmés chez Agama Conseil qui utilisent au quotidien cette plateforme et qui mettent à disposition toute cette information, que ce soit de la veille réglementaire ou simplement un update sur comment est-ce qu'on doit procéder au contrôle, c'est ce que tu mentionnais à l'instant. Donc on est spécialiste en France, on a plus de 65 sociétés que nous accompagnons via notre plateforme SaaS
Et moi, j'accompagne sur l'aspect expérience utilisateur et suivi de la plateforme. Merci à tous. Je propose de commencer la session avec une première question pour Jean-Loïc. Donc tu disais Cube, votre spécialité c'est la veille réglementaire. Oui. Nous avons tous l'impression que le volume de la réglementation augmente année après année. Mais toi, tu as les datas. Oui. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur la situation? Oui. Alors, effectivement, là, j'ai préparé la table ronde en regardant donc, dans la base de données Cube, et ce n'est pas qu'une impression. Alors, je vais essayer de quantifier ça. Déjà, quand on regarde tout simplement le droit français, hein, c'est-à-dire pas forcément uniquement la réglementation bancaire, mais le droit français d'une manière générale, s'est passé dans 2002 de 22 millions de mots. Ça, c'est un très bon indicateur, le nombre de mots, jusqu'à, en 2023, 46 millions de mots. C'est-à-dire que juste pour le lire, ça prendrait 17 mois, en fait, avec une vitesse de lecture normale. Alors, la réglementation bancaire internationale, elle ne fait pas exception. Donc là, j'ai regardé aussi dans la base Cube. Donc, j'ai trouvé 9000 régulateurs et superviseurs dans le monde entier qui ont publié depuis 2008 40 millions de documents. 40 millions de documents, alors qui peuvent être pas forcément des directives ou des règlements ou des prescriptions. Hein. Ça peut être des consultations, des discours, des annonces, des white papers, mais tout ça est publié donc par les régulateurs et superviseurs. Alors, cette tendance, en fait, elle va continuer dans les années à venir. Cet accroissement donc, du volume va continuer. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a une variété de la réglementation très importante. Bien sûr, il y a des sujets comme le risque prudentiel, la sécurité financière, qui sont là depuis très longtemps, parfois depuis 30 ans. Mais si on regarde de manière plus rapprochée, il y a 10 ans, l'ESG, c'était une réglementation qui n'existait pas, ou alors qui était vraiment là de manière embryonnaire. Et maintenant, on a une réglementation ESG qui a fait l'objet d'une directive, d'un règlement et européen, donc, et aussi de prescription de reporting, là, récente, en 2023, qui a une ambition de transformation qui est très forte, qui est en évolution constante. Et ça représente un challenge pour nos clients, les banques, qui est un challenge important. Et là, on pourrait encore, sur le point de la variété, multiplier les exemples, puisqu'on a par exemple des sujets qui étaient traités comme de simples risques opérationnels parmi tant d'autres. Hein. Je pense par exemple à la cybersécurité avec Nice 2, la résilience avec DORA, les crypto-monnaies qui n'existaient pas. Hein, donc on fait également sur les paiements, énormément de production réglementaire, parfois pour créer de nouveaux usages comme DSP2 hein, qui a créé de nouveaux usages, de nouvelles manières de payer. Donc voilà, une variété importante. Je reviens sur le point des chiffres et des datas avec des indicateurs relatifs à la vitesse du changement réglementaire. Et ça va expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on pense que la tendance à l'augmentation du volume va continuer. Sur la vitesse, par exemple, j'ai regardé juste sur le mois dernier, seulement sur les 30 derniers jours, à partir du 4 août, je n'ai même pas pris, 165 000 documents, là encore, hein, ce ne sont pas que des directives, hein, c'est des documents émis par les régulateurs au niveau mondial, dans plein de langues différentes, 165 000 documents. Et 3 000 mises à jour réglementaires. Donc là, il y a des règlements qui sont, de la réglementation qui est changée, qui est ajoutée, parfois supprimée et souvent mise à jour. Donc là, ça donne une idée aussi de la vitesse. Hein. Si vous allez en fait sur ces données-là, et vous pouvez y avoir accès aussi, vous regardez sur le site de Cube, il y a une rubrique qui s'appelle RegTrend, et tous les jours, on trouve les principaux changements réglementaires. Donc vous verrez, j'ai regardé par exemple le 9 juillet, 7 consultations envoyées par l'ESMA et l'EBA aux banques européennes, juste en Europe. 7 consultations en une seule journée. Tous les jours, en fait, il y a des mises à jour réglementaires. Ouais. Et ça, c'est un rapport RegTrend qui est public et que tout le monde peut consulter. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Loïc. Donc, pas de trêve olympique pour la réglementation.
Non, j'ai peur que non. Oui. Mais parfois, c'est des choses qui sont, je veux dire, il ne faut pas le voir qu'en négatif, c'est aussi des choses positives. Je reviens sur l'idée des paiements. DSP2, c'est une réglementation qui est extrêmement lourde à absorber pour les banques, mais qui a changé aussi la manière d'interagir des gens. Ça a changé la vie de beaucoup de gens. Et ça va continuer. Ouais. Je voudrais te passer la parole, Michel, puisque toi, tu fournis un outil qui aide justement les équipes conformité des entités régulées à gérer en fait cette complexité croissante. Est-ce que tu voudrais bien nous donner quelques exemples où les nouvelles technologies ont apporté quelque chose de vraiment fondamental? Carrément, merci pour ta question. Déjà, je voulais rebondir sur les chiffres que tu as annoncés, puisque chez nous, au sein du groupe Agama, on fournit notre propre veille réglementaire et on le voit depuis quelques temps. Surtout sur les dernières années, on a à peu près 30-40% de temps de conseil qui est passé sur la veille réglementaire et la mise à jour des fiches de contrôle. C'est en croissance de 30-40% par an. Sur les derniers chiffres, on a passé à peu près 100 jours hommes par an au sein du cabinet de conseil sur la mise à jour de nos fiches de contrôle et la veille réglementaire qu'on met à disposition de nos clients. Donc ça confirme parfaitement ce que tu dis. Il y a bien sûr la réglementation française, il y a la luxembourgeoise, il y a ce qui nous tombe de l'Europe. Donc on a pas mal d'événements à suivre. Et donc pour une équipe qui fait sa propre veille dans une société de gestion, c'est assez chronophage, c'est long. D'où l'intérêt de passer par des solutions technologiques qui apportent et de la veille réglementaire, fournie par un cabinet de conseil de renom, et d'avoir tout l'aspect contrôle et dispositif de contrôle qui est mis à jour dans la plateforme. Donc par rapport à tes questions sur des exemples concrets, donc c'est intéressant, surtout le terme concret. Concrètement, on a subi un contrôle du régulateur en novembre 2020. Donc l'AMF a fait un contrôle sur des cabinets de conseil en France pour voir quelle était l'approche de contrôle qui a été adoptée. C'est un document public que vous pouvez consulter sur le site du régulateur. Il en ressort que pas forcément tous les cabinets ont la même approche, et dans les bonnes pratiques retenues, dont les pratiques d'Agama Conseil avec la plateforme Belle Solutions, c'était d'avoir une traçabilité de l'ensemble des travaux de contrôle qui étaient formalisés par les collaborateurs de contrôle. Une traçabilité, donc piste d'audit, et surtout, le plus important aux yeux du régulateur, c'est de pouvoir reconstituer un travail ou un contrôle fait à une date donnée, l'année précédente ou celle d'avant. Et ça, pour nous, c'est clé. Évidemment, lorsqu'on utilise des outils comme Excel ou d'autres outils de la suite Microsoft, il n'y a pas forcément d'eurodatage ou forcément une piste d'audit qui peut être analysée. Donc, d'où l'avantage de passer par une plateforme Belle Solution. Deuxième cas que j'aimerais citer également, c'est on fait partie donc du groupe Agama qui pilote plus de 220 missions de délégation de contrôle en France. On a une forte probabilité de subir avec les clients que nous avons en délégation un contrôle du régulateur. Ça fait partie de la vie d'une société de gestion ou d'une entreprise d'investissement. Lorsqu'on est en première ligne face au régulateur, on a des feedbacks concrets, directs de la part du régulateur par rapport à notre dispositif de contrôle. Et ça, pour nous, bien sûr, ça n'a pas de prix puisqu'on arrive à impacter et proposer cette mise à jour et tout ce conseil et toutes ces informations précieuses à l'ensemble de nos clients pour qu'eux aussi soient en conformité et du bon côté de la barrière. Et puis, troisième exemple que je peux citer, et là on va quitter un peu le monde du régulateur, mais toujours avec l'AMF, c'est que depuis quelques temps, depuis 2 ans maintenant, l'AMF a mis en place un contrôle spot sur les dépositaires. Du coup, les dépositaires ont accentué la pression sur les sociétés de gestion qu'ils accompagnent, et donc on a maintenant, auprès des sociétés de gestion, des contrôles dépositaires. C'est une autre paire de manches, un autre type de contrôle, ça peut être chronophage, ça peut être long. Et donc ce qu'on a eu comme feedback de nos clients qui utilisent la plateforme Belle Solutions, c'est que d'après le contrôleur du dépositaire, toutes les sociétés de gestion devraient avoir un outil comme Belt. C'est un gain de temps, c'est une traçabilité, c'est un accès à l'information qui peut se faire à distance ou sur place, et surtout la possibilité de reconstituer cette fameuse piste d'audit qui est aujourd'hui le nerf de la guerre. C'est important de pouvoir prouver à un moment donné, quand est-ce qu'on a formalisé le contrôle, qui était présent et quelles étaient les pièces justificatives qu'on utilisait. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'était très clair. Catherine, je me tourne vers toi pour avoir la position d'une grande banque. Donc, de ton point de vue en tant que grande banque de la place, quelle est ta perception de l'utilisation des nouvelles technologies pour répondre aux demandes de plus en plus importantes des régulateurs? Dans notre call de préparation, tu disais que les nouvelles technologies, c'est super, mais il faut beaucoup de data. Et un des enjeux, c'est justement la data. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire plus?
Alors, pour répondre à ces deux questions, tout d'abord, je partage tout à fait l'avis qui a été donné, mais je pense que vous êtes tous convaincus dans la salle, la pression et le nombre de textes réglementaires ne fait que croître. J'entends souvent parler de vagues réglementaires, donc je nuance tout de suite ça, c'est pas une vague, c'est une pente qui est très raide. On n'a pas encore vu le haut en fait, de cette pente. Donc effectivement, entre l'international, l'européen, le national, les différentes activités qu'on peut avoir dans un groupe comme le nôtre, puisque la réglementation bancaire d'un assureur, d'un gestionnaire d'actifs ou d'un dépositaire ne sont pas les mêmes, on atteint vite les limites en fait, je dirais humaines, et qu'avoir une connaissance précise en fait de toute cette réglementation et en même temps la vue d'ensemble de la cohérence des textes ou leurs incohérences parfois, là effectivement les nouvelles technologies peuvent nous aider pour pouvoir restituer de manière intelligible en fait toute cette masse de données. Donc ça c'est un premier axe sur lequel effectivement on travaille. J'ajoute qu'au-delà des textes réglementaires qui sont publics, quand vous êtes dans un groupe, vous avez toute la transposition en interne de ces textes, qui évidemment va être différente selon les activités. Donc vous remultipliez en fait le nombre de textes à utiliser. Donc voilà, le fait de pouvoir utiliser, on réfléchit beaucoup à des chatbots, plutôt que de prendre un texte qui n'est pas forcément en fait lisible pour le commun des mortels ou interagir en fait avec une intelligence artificielle et pouvoir reposer des questions, on voit tout de suite que le choix va plutôt aller de ce côté-là. Et pour pouvoir appliquer la réglementation, la première chose, c'est qu'elle soit connue, diffusée et donc bien intégrée. Donc ça, c'est un premier axe. Pour revenir sur la deuxième question en termes de data, effectivement, dans le monde bancaire, on a historiquement toujours travaillé avec beaucoup de data. Même si là aussi, j'entendais la précédente table ronde avec l'ESG, on a des nouvelles données qui peuvent arriver, mais ce n'est pas quelque chose qui est complètement innovant pour nous. Donc on a dû, depuis déjà de longues années, en fait, travailler à les synthétiser, à les décortiquer, à les contrôler, évidemment, à les modéliser pour détecter des tendances, pour prévoir. Donc ce n'est pas une matière totalement inconnue. Par contre, il y a deux éléments qui ont changé de manière récente. C'est d'abord effectivement la multiplicité des données qui sont disponibles. Là, c'est effectivement exponentiel et la réglementation, notamment l'ESG, y pousse beaucoup, mais pas que. Toute la communication que peuvent faire en fait nos contreparties, nos clients, c'est aussi une source de données. Tout ce qui est publié dans les journaux, toutes les analyses économiques des secteurs, des pays qui peuvent être faites par différentes institutions. Tout ça, c'est une matière première qu'il faut exploiter. Donc plus de données et en même temps plus de capacité avec les nouvelles technologies à faire ce travail qu'on faisait historiquement, effectivement, d'analyse, de détection, de tendance, en fait. Donc c'est une formidable opportunité pour pouvoir passer un cran et utiliser toute cette masse de données. Et en même temps, on est effectivement avec les mêmes contraintes réglementaires que celles que l'on avait dans notre environnement. On l'a évoqué en fait à différentes tables rondes, mais qualité de la donnée. Évidemment, si vous avez effectivement entraîné un modèle sur une donnée qui n'est pas de bonne qualité ou dont la qualité dérive, vous allez vite avoir un problème. Tout ce qui est en fait model risk management, qui s'appliquait déjà dans les modèles existants, et là va s'appliquer en fait au modèle d'IA générative, le cas échéant. La confidentialité des données, qui est un élément extrêmement important dans l'établissement de crédit, évidemment. Donc on est face à des nouveaux challenges potentiellement. Et puis l'explicabilité, l'auditabilité en fait des résultats. Ne jamais confier à une machine en fait une décision de gestion. Donc tous ces éléments qui préexistaient, on les intègre maintenant en fait dans ce nouvel environnement. Et puis par ailleurs, comme les autres fonctions de la banque, les premières lignes de défense en fait elles-mêmes développent des modèles et sont dans cette utilisation, ça nous pose aussi nous en tant que seconde ligne de défense exactement les mêmes challenges. Comment on contrôle ce qui est fait et comment on s'assure que le cadre de risque qui a été donné est correctement déployé. Merci. Pierre, en fait, je voudrais changer de perspective. Jusqu'à présent, on a parlé de l'utilisation des nouvelles technologies pour qu'une entité régulée puisse répondre aux demandes des régulateurs. Dans les demandes des régulateurs, il y a souvent plus de contrôle. Plus de contrôle, ça veut dire aussi parfois, potentiellement, une dégradation de l'expérience client. Est-ce que tu voudrais bien nous donner ton point de vue sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour trouver un bon équilibre entre la préservation de l'expérience client et en même temps la conformité aux réglementations?
Oui, tu as raison, c'est une excellente question et j'ai l'impression que Catherine vient déjà de toucher à ce problème du en même temps, ou on va dire ce double tranchant dans l'usage de la tech dans les contrôles que l'on peut mener dans une banque. Évidemment, chez Memo, on a un ADN très tech et donc on est très attentif à la manière dont le client va vivre nos produits. Ça vaut bien sûr pour l'onboarding et l'entrée en relation, ça vaut aussi pour tous les actes ultérieurs de gestion, ouverture de comptes secondaires, etc., paiement. Et donc on souhaite que ces contrôles, aussi automatisés soient-ils, ne viennent pas perturber l'expérience utilisateur. J'ai 2 exemples là-dedans. Le premier auquel vous pouvez penser tout naturellement, c'est celui du filtrage des transactions sur des listes de sanctions, de personnes politiquement exposées, etc. Évidemment, ça peut venir retarder jusqu'à l'intervention humaine, la confirmation humaine. Catherine évoquait le besoin de ne pas laisser la machine décider seule. Donc là, on a un enjeu de rapidité, ou en tout cas aussi du côté tech, de réduction du nombre de faux positifs, qui a aussi été évoqué. C'est un problème qui se pose surtout dans les systèmes de paiement non instantanés. Je vous disais que chez Memo, on avait largement basculé dans l'univers de l'instantané, et sur le scheme SEPA, du coup, on fait des vérifications en amont des transactions, lorsqu'on enregistre les bénéficiaires, etc., puisque par définition, on ne peut pas le faire dans une transaction instantanée, et donc ça limite, d'une certaine manière, par construction, l'impact négatif sur l'expérience client. Ça, c'était le premier exemple. J'en ai un deuxième, et là, j'ai un peu moins de solutions, et j'en appellerai à certains des prestataires dans la salle pour les développer au fil de l'eau. C'est la question pour le dire simplement, des signatures électroniques au moment de l'onboarding. Donc la manière dont la qualité de la signature électronique du client va répondre ou pas aux exigences de vérification d'identité qui sont posées dans les textes en matière de KYC. Et là, je ne vous cache pas que c'est un peu la jungle. Alors, ce n'est pas la faute des prestataires de confiance, dont certains sont dans la salle, c'est aussi évidemment des difficultés réglementaires et une accumulation de textes de générations différentes ou d'ambitions différentes. Si on ne regarde que la zone européenne, déjà entre des exigences nationales dans chacun des États membres et des exigences UE qui ne sont pas forcément alignées, une exigence plus ou moins forte une attention plus ou moins forte aux prestations PVID, par exemple, en France plutôt qu'ailleurs. Et puis ce nouveau règlement AML qui accompagne la 6e directive qui va peut-être, je l'espère, venir harmoniser tout ça. Et le lien avec l'expérience utilisateur, il est évident, c'est que Memo, pour l'instant, nous ne sommes actifs qu'en France. Nous comptons bien passer les frontières dans d'autres pays européens bientôt, et notre licence nous le permet. Et on a évidemment l'ambition d'offrir le même flow client à une entreprise française et une entreprise allemande. Et si on a les exigences de PVID, signature, etc., j'en passe des meilleurs qui ne sont pas les mêmes, évidemment, ça vient gâcher complètement cette ambition d'avoir un flow client unique. Merci beaucoup, Pierre. Avec Marie, je voudrais proposer encore un autre changement de perspective, puisqu'en fait, pour l'instant, on n'a parlé que de l'utilisation des nouvelles technologies par les entités qui sont régulées. Mais ces technologies, elles sont aussi disponibles pour les régulateurs. Et du coup, je voudrais te demander, dans votre expérience pratique, est-ce que vous observez que les régulateurs, eux aussi, s'emparent de ces nouvelles technologies? Et du coup, est-ce que ça crée des questions vis-à-vis des entités régulées? Effectivement. Alors, je ne parle pas au nom des régulateurs, mais en tout cas, en tant qu'éditeur de solutions logicielles, on a des contacts avec les régulateurs. Et on peut voir que les régulateurs ont mis en place des solutions sophistiquées. Je pense en particulier au machine learning. Et ce qu'on peut souligner, c'est qu'en plus, ils ont été précurseurs dans l'usage du machine learning à grande échelle. Ça fait plusieurs années qu'ils ont travaillé sur ces sujets-là. En France, il y a plusieurs sujets qui sont connus en particulier et qui ont fait l'objet de publications. Donc en France, on va parler de l'ACPR et de l'AMF en particulier. Et donc sur l'ACPR avec leur outil Lusha, qui permet d'identifier effectivement les risques de blanchiment d'argent. Et puis au sein de l'AMF, avec le conseil scientifique qui met en avant l'intérêt des méthodes justement de machine learning
pour leur détection pour leur détection d'abus de marché en particulier. Et il reconnaît également que grâce aux algorithmes de machine learning qu'ils utilisent dans le cadre de leur système de détection, ils voient à la fois moins d'alertes, donc toujours les faux positifs, moins de faux positifs, mais également surtout des alertes plus pertinentes. Donc ça, ce sont des échanges que nous avons en tant qu'éditeur de solutions logicielles depuis à peu près 1 an et demi avec les régulateurs. On travaille également en particulier au Luxembourg et on voit que sur le Luxembourg, à la fois la Banque centrale et puis le régulateur, le C2FF, ils viennent là aussi de communiquer sur l'intérêt de l'usage du machine learning, de l'intelligence artificielle dans le cadre des contrôles. Donc, sur ces aspects-là, et pour rebondir peut-être sur la deuxième question, en tout cas par rapport aux entités régulées, sur l'utilisation en tant que telle de ces technologies par des entités régulées, ce n'est pas forcément une question que vous devez encore vous poser, puisque finalement on s'aperçoit que les régulateurs ont déjà mis en place de manière très importante, effectivement, et utilisent au quotidien, dans le cadre de contrôle, de remontée, de contrôle spot, effectivement, un certain nombre d'informations basées sur ces technologies-là. Ce qu'on peut dire au niveau en particulier peut-être sur les entités régulées, donc ce qu'on va pouvoir constater finalement, c'est que oui, ça a un impact important et peut-être juste se dire que ces solutions de machine learning, elles sont excessivement efficaces. On l'a vu par rapport à certaines sanctions en particulier, ou retour effectivement de la part des régulateurs. Et donc elles sont efficaces, ces technologies, par rapport aux outils traditionnels du marché. Et donc ils placent finalement, en tout cas quand on discute avec nos clients, sur des situations en fait de déséquilibre par rapport à l'analyse de leurs données financières, et il faut qu'ils soient effectivement beaucoup plus qu'ils maîtrisent plus leur scénario, qu'ils maîtrisent plus effectivement la réglementation, ça c'est clair, il y a une veille réglementaire importante, mais également les technologies pour être plus performants au niveau effectivement de la remontée des alertes. Je pense qu'il y a un point en particulier dans les derniers contrôles de l'AMF sur la détection d'abus de marché, où finalement l'AMF aussi regarde les statistiques au niveau de la pertinence finalement des scénarios. Est-ce qu'il y a trop d'alertes sur certains scénarios? Quel est leur niveau? Est-ce qu'elles sont pertinentes ou plutôt non pertinentes? Et donc, il y a tout ce travail, effectivement, qui doit être fait au niveau des entités régulées sur le calibrage régulier des scénarios. Et donc, on parle aussi de microsegmentation, de moteurs, je dirais, de backtesting et de choses comme ça. Donc, oui, la technologie impacte, je pense, et en tout cas, on est très content d'accompagner un certain nombre de clients sur ces sujets-là pour les aider à suivre les orientations réglementaires. Donc, ce que tu dis, c'est que non seulement la réglementation augmente, mais en plus, il y a une course à l'armement technologique entre le régulateur et les entités régulées. À ce stade, je me tourne vers l'organisation, mais je me demande, comme nous sommes la dernière session, je me demande si on n'a pas le droit de changer un peu les règles et de laisser la possibilité à la salle de poser des questions. Je crois qu'on a encore un peu le temps. J'espère que vous êtes inspirés. Monsieur? Ah. Vous voulez un micro? Oui, parlez fort.
Si vous me permettez de reformuler, votre question porte sur comment est-ce que les banques calculent en fait aujourd'hui le risque ESG en dehors, enfin en plus de reporting CSRD. D'accord. Est-ce que ça vous inspire? Alors, c'est un vaste sujet. Alors, il y a beaucoup de choses, effectivement, que le superviseur et le régulateur voudraient. C'est un travail qui est toujours in progress, très clairement. Par contre, par rapport à un des points qui a été évoqué, il y a une réglementation sur laquelle, effectivement, à la fois la rapidité à laquelle elle a été émise, à laquelle les attentes de supervision se sont rajoutées, les dates d'application ont été extrêmement courtes. Ça, c'est vraiment l'archétype, effectivement, de quelque chose qui est dans l'accélération dans le temps. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, les échanges qu'on peut avoir avec le superviseur, c'est vraiment sur plutôt du moyen terme. On ne peut pas faire Rome en un jour. Donc, la stratégie va se faire, en fait, par morceaux, si je puis dire. Donc, aujourd'hui, l'impact sur les parties fonds propres de tout ce qui peut être ESG reste relativement minime. Mais évidemment, là aussi, on est sur des modélisations et il faut tracer le facteur de risque dans l'ensemble en fait, de la chaîne d'information. Et on est sur des horizons de temps qui dépassent ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc là aussi, on progresse en termes d'avancement. Sur les particuliers, puisque vous évoquiez ce point, on a quand même une chance en France, c'est qu'on a les DPE. Donc à l'échelle de notre groupe, le sujet est plutôt en fait de s'assurer que déjà sur le flux, on récupère bien toute cette information, qu'elle est stockée à un endroit où on peut y avoir accès, comparer et l'utiliser. C'est déjà une première chose, mais effectivement, ce n'est pas en priorité sur les particuliers qu'on s'est focalisé. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Monsieur, vous voulez un micro? Vous pouvez peut-être vous lever et parler fort, comme un stand-up.
Je vais me permettre peut-être de décomposer votre question. Peut-être, Jean-Loïc, je ne sais pas si c'est... Excuse-moi, je te prends peut-être un peu au dépourvu, mais cette question de cohérence entre les réglementations, toi qui fais la veille réglementaire, est-ce que tu sais détecter les incohérences entre les différentes réglementations? Oui, c'est un point effectivement important. On compare en fait, par exemple, quand il y a une nouvelle version de la réglementation, on prend l'exemple d'une directive européenne, elle est transposée dans plein de pays. Parfois, il y a des différences. Et la transposition en Espagne n'est pas celle en France ou celle en Allemagne. Donc là, le système en fait est capable de mettre en évidence ces points de différence pour attirer l'attention en fait de nos clients là-dessus. Pareil, quand il y a une consultation, il va y avoir une version 1, 2, 3, 4. Et il est important de pouvoir comparer rapidement ce qui a été modifié et ce qui doit être peut-être renégocié ou ce sur quoi il faut en fait, faire porter son attention. Sur le point des hallucinations possibles, du machine learning, je crois qu'il y a une partie de la question là-dessus. Là, en fait, la manière dont on se prémunit contre ça, c'est dans notre société, il y a 600 personnes, donc il y a beaucoup de gens qui font de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi beaucoup d'experts métiers, d'experts de la réglementation, de la régulation bancaire, des avocats qui viennent de l'industrie et donc qui assurent un contrôle sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle, parce que c'est les deux en fait. Il faut l'intelligence artificielle et l'expertise humaine, et l'un ne remplace pas l'autre, mais les deux doivent fonctionner ensemble. Ouais. Michel, je t'ai vu lever la main virtuellement. Ouais, merci. Sur cette question de stabilité, de robustesse des modèles de risque, est-ce que tu as un point de vue? Volontiers. Juste un point d'abord sur la réglementation. Donc c'était une très bonne question sur la différence de réglementation entre différentes juridictions. En effet, nous on le voit via notre solution et les acteurs que nous côtoyons, surtout en France, puis ensuite côté Luxembourg, lorsque des sociétés de gestion ou même des PSI vont s'implémenter dans d'autres juridictions, on le voit, les thématiques sont plutôt se ressemblent, mais les textes réglementaires sont plutôt différents. Chaque régulateur a sa façon de décrire le texte. Souvent, dans le cadre de contrôle spot, on constate qu'il y a le texte, il y a la réglementation, puis il y a la bonne pratique à adopter. Donc pareil, il y a une autre forme d'analyse, une autre forme d'interprétation. Du coup, ce qu'on a proposé nous à nos clients, et ça c'est une idée qui est venue d'ailleurs de nos clients, c'est la possibilité de visualiser d'une année à l'autre, lorsque nous allons proposer des mises à jour de thématiques de contrôle ou même faire de la veille réglementaire avec les références, va automatiquement transpariser ce qui a changé entre le mois de juillet et le mois d'août, entre 2023 et 2024, etc. Et ça apporte encore plus de transparence et plus de visibilité pour un RCCI pour comprendre un peu ce qui a été modifié dans son périmètre de contrôle. Et par rapport à ta question, pardon, c'était... Parce que je crois que la question de monsieur portait sur la solidité ou la robustesse dans le temps en fait, des modèles de risque. De risque. Donc, également, une fois qu'on a mis en place notre dispositif de contrôle, si les choses sont bien faites, vous avez un dispositif de contrôle qui est relié de manière systématique avec une cartographie de risque, que ce soit une cartographie de risque de non-conformité, cartographie de risque opérationnel et d'autres types de cartos. Notre approche, en tout cas, l'approche par les risques, c'est d'identifier l'intégralité des risques d'une société ou d'une entité régulée. Pour chaque risque, pouvoir apporter des contrôles de premier niveau au second niveau, afin d'analyser et d'avoir un risque net qui en découle en fin d'exercice. Et ça, c'est un élément qui doit être revu et amélioré d'une année à l'autre en fonction des recommandations des années précédentes. Et dans le cadre de contrôle du régulateur, c'est un élément qui va être également analysé pour s'assurer qu'une carto ne date pas de 2004 ou de s'assurer que les nouvelles réglementations étaient intégrées dans la cartographie de risque de non-conformité. Pierre, est-ce que c'est une question qui t'inspire toi aussi? La solidité, la robustesse des modèles? Elle m'inspire évidemment. La réponse qui a déjà été esquissée, je crois, à ma gauche et à ma droite, c'était garder le contrôle sur les modèles. C'était que l'humain, effectivement, et qu'on soit capable de justifier à la fois à nos organes de gouvernance et à nos autorités de supervision la raison pour laquelle on a pris ou pas pris telle décision sur la base d'une orientation d'une machine, que ce soit GenAI ou simple machine learning, si je puis dire. C'est hyper important de garder ce contrôle, de pouvoir expliquer et de conserver la piste d'audit. Et là, je me permets un petit message aussi aux prestataires de différents services SaaS, typiquement sur le filtrage des transactions. Le sujet de conserver la piste d'audit, c'est un sujet crucial, et c'est un sujet crucial pour
pour nous, utilisateurs, banques, si jamais on veut changer de prestataire. On a un vrai sujet, parce que pendant quelques années, on peut avoir utilisé la solution X et on l'a entraîné, on l'a aidé à apprendre sur notre portefeuille en lui disant Monsieur Duchemol et Madame Machin, en fait, ne sont pas des terroristes, c'est bon, on les whitelist, etc. Mais si cette donnée reste chez le prestataire SaaS et qu'on a des difficultés à la récupérer si on veut migrer chez un autre système de filtrage de transactions, en gros, on repart à zéro. Et le coût opérationnel est énorme. Donc là aussi, il y a un sujet de contrôle de la donnée, qui a enrichi la machine pendant les années où on l'a utilisée. Catherine, j'ai l'impression que tu as envie de dire un truc aussi. J'essaierai de résumer en disant qu'effectivement, le contrôle des modèles, il n'est pas né avec les nouvelles technologies. Il préexiste, il a été posé par la réglementation. Et la base, effectivement, c'est le backtesting régulier par un être humain et par un métier. En résumé, c'est ça, en fait. Donc, c'est déjà fait sur beaucoup de modèles, en fait, dans nos établissements. Peut-être que la fréquence, effectivement, va devoir être plus importante puisque l'évolution elle-même des modèles est plus importante, mais le cadre est là. Merci. Je pense qu'on a le temps de prendre encore une ou deux questions, peut-être. Une, on dit. Sur l'avenir du métier de la conformité. On voit beaucoup de sanctions tomber dernièrement pour certains établissements. Et je voulais avoir votre avis sur la mixion entre intelligence artificielle et conformité. Est-ce qu'on va être remplacé dans un avenir proche? Parce qu'on va justement apprendre aux machines comment se servir de la conformité. Et voilà, pour finir, l'avenir du métier. Je n'ai pas de boule de cristal, évidemment, mais... Bon. Moi, ça m'inspire beaucoup. Non, mais moi, en tant qu'éditeur de solutions logicielles qui base sa solution en particulier avec des modèles prédictifs, on ne dit que, en tout cas, nos clients maîtrisent leurs modèles. Le machine learning ne les aide qu'à être encore plus pertinents. Et en tout cas, je ne vois pas encore une machine qui va remplacer les décisions en termes de validité par rapport à une alerte. Donc, non, ça c'est vraiment notre leitmotiv. Le machine learning va aider à être plus performant, à faire baisser les faux positifs, à remonter des alertes beaucoup plus pertinentes, à faire gagner du temps aux équipes conformité. Ça, c'est un point également important, à les aider à suivre la réglementation. Mais ça ne remplace pas et vous maîtrisez toujours effectivement, en tout cas, cette connaissance, cette explicabilité. Je rebondis aussi sur l'aspect traçabilité. Et encore plus sur l'aspect réversibilité. Voilà. Michel. Yes, merci beaucoup. C'est une question qui a été abordée là tout à l'heure avec un confrère lors de l'événement networking. On a fait le test côté Belle Solutions avec les équipes d'Agama Conseil. On a demandé à des intelligences artificielles de nous générer des batteries de contrôle en partant des textes réglementaires, avec des formules premium, donc pas juste sur des données basées sur les années précédentes. Et le résultat pour nous est clair. À aucun moment aujourd'hui, une intelligence artificielle ou un moteur de recherche va pouvoir vous proposer la qualité de contrôle qui est proposée par une équipe de conformité aujourd'hui. Donc pour tous les responsables de conformité, dormez serein, vous ne serez pas remplacés par une IA. Pourquoi? C'est important de le savoir, parce que les textes réglementaires tels qu'ils sont diffusés, en effet Jean-Loïc le mentionnait, il y a des milliers de textes, des centaines de mots à suivre, mais surtout ça se joue souvent sur quelques exceptions, quelques cas particuliers où si malheureusement on n'a pas contrôlé ce cas et qu'un régulateur vient nous contrôler sur cette thématique en particulier, malheureusement là il peut y avoir risque de sanctions ou risque de sanctions pécuniaires ou retrait d'agrément. L'avantage d'avoir une intelligence humaine de qualité, avec un cabinet de conseil derrière et des personnes spécialisées dans ce domaine, c'est qu'elles vont, avec leur expérience, ce qu'on a nous, chez nous, par exemple 10 ans de track record d'expérience réglementaire, c'est de pouvoir vous apporter
des thématiques de contrôle qui sont vues par les régulateurs, qui sont en constante évolution par les recommandations des régulateurs, et pas juste une analyse de texte qui va finalement nous faire une synthèse. On va partir de 100 pages pour avoir un demi-doc Word. On sera tous contents de lire 50 lignes et pas 100 pages. Mais malheureusement, dans ces 100 pages, parfois, il y a des exceptions qu'il faut vraiment prendre en compte, quelle que soit notre société. Et puis, on n'a pas évoqué, et aujourd'hui, on n'a parlé que des sociétés peut-être de gestion traditionnelle, private equity immobilier, mais il y a également de nouvelles sociétés qui arrivent sur le marché. On parle des PSAN, on parle des PSFP sur le financement participatif. Ce sont des sociétés qui viennent d'être régulées sur les derniers trimestres, qui arrivent avec leur propre batch de réglementation. Il va falloir évoluer avec ces propres réglementations, pouvoir les contrôler, leur apporter également du conseil. Et c'est ce qu'on fait chez nous au sein du groupe Agama, de monter en compétence sur ce type d'acteurs pour les accompagner et rester conformes. Excellent. Bien, écoutez, merci beaucoup. J'ai envie de redonner l'antenne à Cognac Jet, puisque je crois que le temps est passé. Et en plus, on termine sur une note hyper positive où on dit l'humain restera. Donc c'est parfait. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à vous. Merci pour cette table ronde encore une fois passionnante.